Bonjour Vincent Calvet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu es poète invité français pour le festival de poésie Voix vive à cette édition 2023. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Je suis né à Carcassonne, j'ai grandi dans la ville de Perpignan, donc dans le sud, pas très loin de Sète. Et ensuite j'ai fait mes études à Toulouse, puis j'ai été nommé, je suis resté comme instituteur dans l'Aveyron, je suis resté 10 ans dans l'Aveyron et je suis revenu sur Toulouse en 2012. Et j'ai choisi la voie de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire que mes élèves, je travaille dans des établissements médico-sociaux et avec mes élèves j'anime des ateliers d'écriture poétique. Et je fais intervenir des poètes dans ma classe. J'ai d'abord travaillé avec des adolescents déficients intellectuels légers, et puis maintenant je suis avec des ados dysphasiques. Voilà, j'ai fait intervenir en juin David Dumortier, qui est un poète de poésie jeunesse très connu et est venu 2 jours dans ma classe. Voilà, j'espère pouvoir continuer ces interventions. Parce que c'est pas forcément, j'ai le soutien du Printemps des Poètes qui finance, mais les établissements c'est plus aléatoire, hein, ça dépend des directeurs. C'est pas forcément vu comme une priorité dans ces établissements-là, la culture et encore moins la poésie, quoi. La vision elle est plus utilitariste. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé réellement à écrire au lycée. J'écrivais des poèmes plutôt humoristiques, inspirés par Jacques Prévert, que je lisais à mes camarades de classe pour les amuser. En fait, c'était plutôt des poèmes amusants. Voilà, ensuite, au lycée, j'ai beaucoup lu de poésie. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de français en première qui s'appelait Monsieur Gros, qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai lu beaucoup de poésie au lycée. J'ai commencé... Mon premier livre qui m'a marqué, c'est au collège, c'est Les Fleurs du Mal, évidemment. Et puis ensuite, Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire, et puis les surréalistes, assez rapidement. Et ensuite, après ces poèmes un peu parodiques, j'ai essayé d'écrire des poèmes un peu plus sérieux. J'ai participé 2 fois au prix Arthur Rimbaud en 2000 et 2001. Et certains de mes poèmes ont été sélectionnés et ont paru dans une anthologie. Ensuite, il y a eu une période où je m'étais un peu découragé parce que je n'arrivais pas à gagner des prix. J'avais du mal à accéder aux revues. Et puis en 2005, j'ai obtenu le Grand Prix de la ville de Béziers, qui m'a permis de publier mon premier recueil, Solitude des rivages, aux éditions Encre et Lumière. Un livre entièrement en typographie, avec de l'encre bleue. J'avais pu choisir la couleur de l'encre, la typographie, le papier. C'est Jean-Claude Bernard qui est un éditeur qui est dans le Gard. Et ensuite, dans la foulée, j'ai obtenu le prix de la vocation, là, qui est remis par le Printemps des Poètes et la fondation Marcel Bleustein-Blanchet, présidée par Elisabeth Badinter. Le livre a été publié chez Chênes. Et j'ai pu m'appuyer sur ces 2 premiers livres pour me faire connaître davantage. Parce que ce prix de la vocation, il a quand même un certain écho. Et trouver d'autres éditeurs. Et rapidement, j'ai pu rencontrer d'abord Paul Sanda, Accords sur ciel, qui m'a publié un autre recueil en 2009, Coquillage limitrophe, et qui m'a proposé de créer une revue. On a créé la revue Mange Monde aux éditions Raphaël de Surtis, qui a connu 17 numéros. Et puis je me suis mis à fréquenter à cette période-là les festivals, notamment le festival de l'EDEF, puis le festival de Sète. Et j'ai véritablement découvert la poésie contemporaine et la poésie étrangère à ce moment-là, en fréquentant les festivals et notamment la poésie arabe.
Voilà, et donc j'ai pu élargir ma connaissance de la poésie contemporaine parce que pendant longtemps je lisais beaucoup de poésie, mais je me cantonnais à la poésie moderne jusqu'à Bonnefoy et Jacotet. Il a fallu que je fréquente des festivals comme celui de Sète pour me mettre à lire beaucoup plus de poètes vivants, contemporains. Comment tu écris, crées, construis tes poèmes, ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? De l'écriture proche de celle des surréalistes. Donc un mot va s'imposer par sa sonorité ou deux ou trois mots. Ensuite, ça génère une image et ces sons et cette image appellent d'autres sons. Donc c'est une longue chaîne de signifiants où je laisse l'inconscient jouer son rôle. Ensuite, je reprends le texte, je fignole, j'arrange, mais j'essaye de ne pas trop réécrire pour rester dans la musique initiale. C'est une approche comparable à celle que André Breton expose dans les entretiens de 1952. Mon écriture est très sonore et je privilégie l'image, la métaphore. J'aime la luxuriance des images qu'on trouve par exemple chez un poète comme Aimé Césaire. Je ne suis pas un rigoriste qui condamne l'image et la métaphore comme Yves Bonnefoy le fait. Je ne suis pas un formaliste non plus. Je ne m'enferme pas dans une seule forme. J'essaye des formes différentes, j'expérimente. C'est le sujet en fait, ce que j'ai à dire, qui va appeler une forme particulière. Donc ça peut être des poèmes très longs, des poèmes plus courts, des formes plus courtes, de la prose ou des aphorismes. Je suis dans une vision hétérotéliste de la poésie, comme l'était Pierre Auster, avec qui j'étais ami. Je pense que la poésie, elle est un instrument pour appréhender le monde, connaître le monde. Et la poésie n'est pas un pur jeu de langage auto-référentiel. Hein. J'étais ami avec Pierre Auster, un grand poète chrétien, catholique, et c'est lui qui m'a transmis cette vision de la poésie. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle, contemporaine, La francophone? poésie actuelle, elle est éclectique, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de, on ne peut pas définir de mouvance dominante. C'est un paysage qui est très varié. Et si ce paysage est très varié, c'est lié aussi à tout ce tissu très riche en France de petites maisons d'édition de poésie, qui fait que beaucoup d'expressions différentes peuvent exister en France, et notamment le système de subvention par le CNL ou le CRL des petits éditeurs de poésie permet cette diversité, cette richesse. Voilà. Là, je répète ce que dit régulièrement Jean-Pierre Siméon, hein, il le dit. Et c'est à la fois, il y a une majorité de petites maisons d'édition en France subventionnées. C'est à la fois une fragilité puisqu'elles sont parfois, souvent d'ailleurs, dépendantes des subventions publiques. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse en France du paysage poétique. C'est ce tissu très riche de nombreuses petites maisons d'édition de poésie. Je sais que dans d'autres pays c'est différent, il y a quelques grandes maisons d'édition et qui publient, qui font des plus gros tirages, mais il y a beaucoup moins de gens publiés dans d'autres pays. Voilà. La traduction. Alors moi je ne suis pas traducteur parce que je n'étais pas très doué en langue au collège et au lycée, donc moi je ne suis pas traducteur. Mais je lis de la poésie étrangère. Je peux lire un peu la poésie directement en espagnol, un peu la poésie anglaise, mais c'est tout à peu près. Voilà. J'ai été traduit en arabe et publié dans des journaux comme Al Arabiya, par Aymen Hassen, le poète tunisien. J'ai été traduit en espagnol par Miguel Ángel Real, qui vit en Bretagne, mais qui est espagnol. Et il y a un livre, la traduction de Prières pour ne pas être enterré avec les chiens, qui a été édité en 2020 aux éditions Raphaël de Surtis, va paraître en espagnol, dans la traduction de Miguel, dans une maison d'édition de Porto Rico. J'ai été traduit aussi en russe,
et publié dans des revues en Russie. Voilà, et là je vais être bientôt traduit en turc, apparemment. La poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres. Oui, je pense. Je pense que je suis triste pour les gens qui peuvent vivre sans beauté. Moi personnellement, je ne peux pas vivre sans beauté. On a besoin de se nourrir, de gagner sa vie, de se vêtir. On a besoin de se divertir aussi, au sens pascalien du terme, mais certaines personnes ont un besoin de ce sentiment de beauté qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. Ce sentiment de beauté, on peut l'éprouver en contemplant un paysage. Quand on aime faire des randonnées, on peut le contempler, on peut l'éprouver devant des tableaux, quand on visite une exposition, en écoutant de la musique et aussi en lisant des livres et en lisant de la poésie. Cet accès à la beauté. Donc ce sentiment de la beauté, c'est en réception, c'est ce sentiment qu'on ressent et c'est aussi cette beauté qu'on peut produire en étant artiste. Alors moi j'écris de la poésie et puis je fais des dessins. Et je sais que quand je dessine, je ne cherche pas à transmettre un message. Il n'y a pas de message politique dans mes dessins, il n'y a pas de discours. J'essaye d'atteindre un équilibre des lignes, des couleurs, un peu à la manière de Matisse ou de Modigliani. Les nus de Modigliani, c'est un système de courbes et de contre-courbes. Et j'essaye d'atteindre cette harmonie des traits et puis de l'assemblage des couleurs qui fait naître un sentiment de la beauté quand on regarde le dessin. Qu'est-ce que tu penses du festival de Voix Vive? Je fréquente le festival depuis la première édition. Je suis venu d'abord en spectateur. Je fréquentais aussi le Dev avant. Pendant une certaine période, je faisais un peu les deux. Je faisais un peu le Dev, un peu le 7. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer des éditeurs. Les nouveaux éditeurs qui m'ont édité par la suite, je les ai souvent rencontrés soit à 7, soit à l'ODEV. Voilà, puis rencontrer des poètes en chair et en os. Quand on lit de la poésie contemporaine, souvent on achète en librairie, mais on ne connaît pas l'homme ou la femme. Et l'intérêt des festivals, c'est de pouvoir avoir un contact physique direct avec celui ou celle qui a produit l'œuvre, le livre. Et ça m'a beaucoup enthousiasmé. Donc je viens tous les ans régulièrement. J'ai fait d'abord les scènes libres sur le festival. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai noué des liens. En 2016, j'avais d'abord été invité par Nicole, la regrettée Nicole Drano-Stanberg, qui est décédée malheureusement récemment. J'avais été invité par Nicole et Georges Drano à leur rencontre poétique de Frontignan qui s'appelait Humanisme et Culture. Et ensuite, en 2016, quand mon livre De cendres et des cubes, une ville est paru à la Rumeur Libre édition, ils ont profité de la sortie de ce livre pour proposer à Maïté Vallès-Bled de m'inviter et elle a décidé de m'inviter. Donc c'est comme ça que j'ai été invité la première fois. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai sorti un nouveau livre à la Rumeur Libre qui s'appelle Six solitudes. J'ai été invité par Maïté, par l'intermédiaire de Emma Schulman qui est sur le festival également et qui fait des ateliers d'art plastique. Elle est allée trouver Maïté, lui a présenté mes derniers livres et lui a dit qu'il fallait me réinviter cette année, ce qu'elle a fait, puisque ce livre était sorti, un gros livre qui est sorti à la Rumeur Libre, donc c'était l'occasion de me réinviter. Donc je suis ravi d'être invité une deuxième fois au Festival de Sète. Je vais lire un extrait de mon dernier recueil de poésie qui s'appelle Six solitudes, qui est paru en juillet 2022 aux éditions La Rumeur Libre. C'est un recueil, un long poème en 6 chants, avec une évolution progressive sur ces 6 chants. Ça a été écrit sur plusieurs années, sur une période assez longue. J'ai écrit la première solitude vers 2005. Et
j'ai laissé reposer les textes. Et puis la dernière en 2015, voilà, la 6e solitude. Et cela dessine un parcours. D'abord, le poète dans la première solitude, c'est la crise existentielle du poète enfermé, seul, la solitude du poète dans l'existence, dans la vie sociale. Puis progressivement, il y a une voix il s'adresse à la mer, et il y a une voix qui va lui répondre. Alors d'abord, c'est la voix de la mer. Cette voix, elle est en italique pour la distinguer dans le texte. Ensuite, on va comprendre que cette voix de la mer, c'est la voix de la féminité, de la femme. Puis ensuite, ça devient la voix de la poésie, cette voix de la féminité. Et à la fin, ça devient la voix... à la fin, ça prend une dimension plus mystique, puisque ça devient la voix de la Vierge Marie, qui va servir d'intercesseuse entre le poète et le Christ. Voilà. Je vais lire peut-être le début. Voilà. La première solitude, elle est écrite dans un style différent des autres. C'est un style plus discontinu parce que j'avais lu le livre de Jacques Roubaud qui s'appelait Appartient, qui est écrit dans une prose assez discontinue. Pour les autres solitudes, j'avais lu entre-temps la poésie de Pierre Auster, enfin je l'avais relu. Et donc il y a les autres solitudes, à partir de la solitude 3, il y a davantage de régularité dans le texte. Et la forme, c'est une forme hybride entre le verset claudélien et la prose. Je vais lire vraiment le début de la première solitude. Quelle ombre au visage des femmes de marins, les rides, les ruines, les coquillages limitrophes, l'eau vaste, et toutes ces lames qui affleurent à peine au gré de nos tristes partages. En longueur d'onde, l'orage, l'aile blanche et rare, l'art dérisoire des mouettes fugitives. Ces vagues, pauvres mains qui sablent l'air, je suis devenu aussi triste que ces moules d'or. Je dors bien, sur le sable, les pattes des mouettes, il fait froid, je suis bien sous verre et sel, sirène, cierge, almée, migraine, pierre, voix polie par l'eau, nous chante insensiblement un poème. Zeste, les voix, les seins des sirènes, leurs dents, sa coupe, sang, le sang clair, la lumière est sainte, congre, longues animations des anémones sous acide pur. On dirait des rouages dans la machine imprononçable. Ignorante encore j'étais de toutes ces houles fertiles qui engoncent le bois. Le fer était rouillé, la barque ensevelie semblait morte. Je revois ces roches couvertes de calcaire. L'eau bouillait. « Écoute, écoute, dit-elle. Écoute, je suis là pour toi, t'emmener loin. Où au fond tu dormiras bien. Tu seras nu et doux. Douce la nuit pour toi, ô marin. Ta femme est morte, elle te trompe avec le boulanger. Ses meuglements, son vagin, oublie. C'est oublié, j'oubliais facilement ces fausses tresses de sourire alors ignorées et j'étais bien. Douceur, voilà les panoplies madréporiques, louis d'or ensevelis, les galions sous la mer, les anciens bâtiments où tonna le canon. Nos ancêtres sont morts, ils ont rougi le sable des côtes. Finalement, on arrive toujours à ses fins. La limite est le couple du sang mortel et des nuits rouges et noires à trembler. Mon père est-il encore quelque part en bas, dans les touffeurs des fougères? Le rift et fumant du sacrifice de ces boys. Lointaine cette conscience que l'on sent. Mes lumières accumulées dans le ciment armé des blocus de la guerre. Je suis si triste ici, alors que d'autres sont morts, à pavaner, dans un confort ultramoderne, parader dans les lignes discontinues des villes graves, alors qu'ils sont morts. Eux, ils sont au fond bien morts, ces corps de ces boys américains qu'on dit les fils de la terre. On crie, simulacre, les nuits trop pâles, à trop rêver, les souvenirs documentaires qui défilent. La télé d'Opale parle. Si on oublie, mais qui sont-ils? On risque un outrage. Ô mémoire, feu 11 septembre, feu, il pleuve. Un cœur, l'oiseau de mer parle.
Je vais lire le livre qui est dans le poème qui est dans l'anthologie du festival, publié par Bruno Doucet. Là, c'est un projet de bestiaire que je suis en train d'écrire sur les animaux de la steppe. Donc j'ai choisi des animaux qui vivent dans la steppe. J'ai commencé par le loup, donc ce poème concerne le loup des steppes. J'avais déjà publié en 2021 un bestiaire qui s'appelait Insectographie, et c'était un bestiaire des insectes qui vivent sur l'Aubrac. C'est publié aux éditions Kyrios Éditions et c'est illustré de dessins naturalistes, un très beau dessin de Cyril Hurel, qui est un ancien collègue instituteur que j'ai connu sur l'Aubrac, quand j'étais enseignant sur l'Aubrac, qui a fait ces dessins. Et c'est venu de lui, il faisait des dessins naturalistes d'insectes. Et il a eu envie de faire un livre, un recueil, et il m'a demandé d'écrire des poèmes sur les insectes. Voilà. Donc tu écris les poèmes sur ces dessins-là. Voilà. Donc ça m'a donné envie, comme le livre fonctionnait assez bien quand je faisais des lectures, que les gens aiment bien quand même les bestiaires, ils aiment bien. Les insectes, ça a été peu fait en poésie. Il y a peu de livres de bestiaires spécifiquement sur les insectes. Et quand je lis ces poèmes et je montre les dessins, en général ça fonctionne assez bien. Donc j'ai eu envie donc de faire un autre bestiaire qui sera publié aux éditions du Petit Pois et illustré par des peintures de Clairvy Bourseul, qui est une peintre bretonne. C'est au mois d'août, là, après le festival, je vais finir ce recueil. Alors, loup des steppes, Canis lupus campestris. Qui suis-je? Qui me visait? À qui nuirais-je? Et que n'ai-je en moi la chaude blancheur du manteau neigeux parmi les hautes brandes d'Alfred de Vigny? Je ne sais que luire au plus profond des nuits énucléées vers la limite du destin, adoubé des richets, ô rêve de fer, lié à la noirceur terrible et hautaine, hideusement terrifié par l'autre, lui, l'humain qui me traque par des chemins arriérés. Qui me rêvait? Qu'alliais-je fébrile avec mes 2 tonnes de vérité féconde au sentiment fertile de l'être? Sous les bourrasques qui fouettent Dru, écorché malgré l'épaisse fourrure qui me tient tranquille, solitaire, ô malheur, j'étais devant la mort, porté comme un ange à la substance verbeuse. Étoile que je vois au ciel glacé, je n'ai pas fini de connaître la dure règle de l'éclaircissement littéral. Qui suis-je? Je vais, clair, au ventre de la peur. Alors voici le livre, le bestiaire que j'ai écrit, qui s'appelle Insectographie. J'ai écrit les textes et les dessins sont de Cyril Hurel. La maison d'édition Kyrios Éditions a été créée pour l'occasion et ça sera une maison d'édition qui n'aura fait qu'un seul livre. Pour se procurer le livre, il faut aller sur le blog de Cyril Hurel, peut-être essayer en librairie. Voilà, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas de diffuseur ni de. Alors je vais lire. Il y a une petite préface dans laquelle je passe un peu en revue les auteurs qui ont pu écrire sur les insectes. Et moi, il y a un petit livre que j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé sur le festival puisqu'il est invité. C'est le petit livre de Jam Sacré, chez Tarabuste, de Jam Sacré sur les insectes. Je vais lire la lucane. Lucane cerf-volant. Lucanus servus. De ton vol vertical, nous tirerons une leçon de maître. Toujours droit à se tenir, mais prendre un essor réel. Ainsi, l'art et la vie restent liés. Toi, dans les vieux troncs pourris, lovés, tes cornes grotesques qui t'empêchent d'être compris, tu brayes, zézeilles, englué dans les ombres, mais rasséréné. Je vous en lis un deuxième, puis je vous montrerai les gendarmes.
Standard. Pyrrhocoris apterus. Votre uniforme rouge et 2 yeux comme des runes, le long de la tige de la rose trémière en procession, celle qui a surgi dans la prairie en été d'herbes folles, comme un jaillissement aléatoire. Couleur, prisme. Vous faites profession de messager les graines du haut de cette vigie miniature. Et je n'aime pas ce nom qu'on vous donne, qui vous rend suspect aux yeux des humains qui ne savent pas lire entre les lignes. Vous êtes liés à la passiflore dans mon imagination, et ainsi à quelque chose de désuet et de tendre. Accepterons-nous de te voir disparaître pour un confort matériel? Je vais vous montrer les dessins. Alors, l'abeille domestique. Apollon, un papillon. Un autre papillon, la belle dame. Le bourdon terrestre.